les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tenir compte déjà de tout ce qu'il y a. Ça, c'est des analyses de la CNSA, intelligentes et remarquables, mais juste pour dire qu'entre le national et le local, entre ceux qui conçoivent des politiques ou ceux qui les mettent en œuvre, il y en a dans tous les sens. Et ben, c'est super, hein, quand même, enfin, la cause de l'aidance, tout le monde s'y lie, hein, les agences nationales d'État, les CCAS, les CLIC, tout le monde s'y met. Donc, mais tout le monde n'est pas dans la même position et n'apporte pas la même chose, d'une part, et d'autre part, on va se poser forcément des questions de coordination de tout ça. Donc, il y a déjà plein de choses, à différents niveaux et portant sur différentes choses. Il est ta façon de faire, en aidant l'aidant directement ou en aidant son aidé, en lui apportant des services concrets ou en améliorant sa situation. Donc voilà, juste sorti, c'est la CNSA qui, dès 2015, s'était déjà posé la question de mais il y en a dans tous les sens, est-ce qu'on peut voir et comprendre les choses? Donc c'est un rapport qui est super intéressant et qui nous propose. J'ai gardé juste le tableau pour dire, voyez, il y a plein de façons différentes d'aider l'aidant, l'aider, parce que l'aider c'est aider l'aidant du coup aussi, hein, directement, indirectement, en lui proposant du répit, en lui apportant des aides financières, etc. Il y a plein de choses. D'accord. Sauf qu'effectivement, à juste titre, la CNSA nous dit voilà, il y a des besoins de coordination à plusieurs niveaux. Qui devraient, alors qui doivent, qui devraient s'inscrire collectivement dans une démarche territoriale partagée, puisqu'on est sur du service et de l'aide de proximité. Et elle nous dit, la CNSA, que l'inscription de l'offre de formation au sein d'une palette diversifiée complète de services aux personnes âgées et aux aidants, donc ça c'est la deuxième chose, se coordonner, former. Et moi je vous dis juste, parce qu'effectivement, ce serait dommage de passer à côté, sur la formation des aidants, il y a un énorme travail qui a été fait, qui s'est terminé en 2017, d'un programme européen qui s'appelle TRAX, qui était dans le cadre d'Eurocare, qui a analysé quelles formations aux aidants on faisait dans différents pays, quels effets ça avait, quelles étaient les meilleures façons, et qui va jusqu'à des choses extrêmement détaillées sur si je veux concevoir un outil ou des cycles de formation pour les aidants, et bien voilà les leçons qu'on a tirées de tout ce qui s'est passé en France et dans de nombreux pays européens. C'est juste si jamais on a envie de travailler là-dessus, il faut d'abord, tant qu'à faire, autant profiter de ce qu'ils nous disent, et puis après on fera nos propres affaires. Mais ça serait dommage franchement de passer à côté. Voilà, donc ils nous disent entre autres, alors, ça a l'air de banalité, mais ils le déclinent de façon plus précise, hein, formation personnalisée, co-conception et approche participative, intégration de l'information dans divers services. Ce n'est pas juste la formation, mais qu'il y a aussi d'autres services. Quand on a des approches pédagogiques actives, eh ben, c'est plus efficace pour certains groupes, parce qu'une fois de plus, ça, ils sont divers, donc c'est pas les mêmes, mais pour certains, du coup, être capable de combiner l'assistance en ligne, le tutoriel, plus le groupe d'expression, plus un nombre de choses, ils disent, ben, on voit que dans toute l'Europe, ça marche mieux. Bon. Ils disent oui, en ligne super, à condition de s'assurer de l'assistance technologique. Donc si vous pensez l'un, pensez l'autre. Du bon sens, hein, bien sûr. Il nous souligne le fait que la formation aux aidants, si elle est dans une approche du respect des droits de l'homme et qu'elle le prend en compte, qu'elle l'explicite même, est la condition sine qua non pour des raisons éthiques, mais aussi d'efficacité. Donc quand on forme les aidants, on doit parler aussi de psychologie, mais aussi d'éthique. On n'est pas tout seul, hein. Il y a un cadre national, je ne vais pas dire extraordinaire, mais qui existe, qu'il faut garder en tête. Alors, un certain nombre de professionnels que vous êtes le connaissez. Les mesures probantes et les recommandations stratégiques du CNSA qui datent de 2015, mais qui sont toujours d'actualité, très détaillées. Donc ça, il faut rentrer dedans, il faut piocher ce qu'on veut dedans. Mais on ne peut pas passer à côté.
souvent c'est eux qui financent d'ailleurs, donc autant l'utiliser. Le rapport Gillot de juin 2018, qui est quand même un repère et une analyse incontournable. Et puis, il n'y a même pas un an, la stratégie nationale pour les aidants qui fixe un certain nombre de perspectives et d'objectifs, dont on aimerait bien qu'ils soient tenus, mais quand même. Donc, même quand j'inscris mon action de façon extrêmement locale, particulière, il faut au moins que j'ai une idée de ce qui se passe au niveau national, et d'ailleurs dans quel cas je peux m'inscrire pour éventuellement, je ne sais pas, peut-être avoir des financements. Donc, 6 priorités. Rompre l'isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien dans leur rôle. On y reviendra. Non, juste là, ça c'est toute l'idée de accueil, plateforme, numéro, lieu où on me reçoit, diversification des offres. Il faut qu'on fasse des choses là-dessus. Ils le disent parce qu'ils ont vu que c'était des choses nécessaires. Hein. Ils n'ont pas tort. Ouvrir des nouveaux droits sociaux, c'est moins notre partie à nous, mais bon, il faut savoir que ça a été affirmé au plan national et politique. Le congé de proche aidant, la prise en compte d'un certain nombre de droits de calcul et de retraite. Donc on va suivre ça, parce que c'est bien. C'est une dimension de l'aide aux aidants, on aimerait bien que ça arrive. La priorité numéro 3, permettre aux aidants de concilier personnellement vie professionnelle et vie familiale. Donc, tout ce qui est effectivement reconnaissance des compétences, mise dans le cadre du thème des négociations obligatoires, des négociations annuelles employeurs représentant des salariés. Il faut qu'on en parle dans l'entreprise. Accroître et diversifier les solutions de répit majeures, donc l'ARS, les CD, etc. Chacun se pose des tas de questions, les établissements, tout le monde se pose des questions. Comment, bon sang, arriver à améliorer et à accroître cette offre de répit? On se posera aussi des questions du coup, comment la rendre accessible, comment la rendre acceptable. Enfin, beaucoup de choses là-dedans, mais on a beaucoup d'efforts à faire sur la matière. On comprend que ça a été affiché en politique nationale. Évidemment, agir pour la santé des proches aidants. Il faut que les professionnels de santé l'intègrent, il faut identifier les dents dans le DNP. Ça serait quand même pas inutile, hein. Et puis observer et suivre et mesurer les choses. Bon, ça nous concerne hein, aussi. Hein. Bon, et puis effectivement, il y avait une priorité particulière sur le fait que les jeunes aidants, eux en particulier, ça serait quand même bien d'avoir une politique vers eux et de pouvoir les aider. Bon, alors ça c'est la politique nationale, hein. Donc on suit, on regarde, on s'inscrit dedans, on disait vu hein, ce que je fais ça illustre bien ça, donc on essaye de s'appuyer dessus, on en tient compte, et on fait quoi alors, nous, à l'échelle locale ou territoriale? Et bien on commence par balayer devant chez nous. C'était avec la présidente de la compagnie des aidants que j'en discutais sur, elle a des sponsors. Vous voyez, conseil départemental, machin, etc. J'ai dit, mais alors, conseil départemental, il fait quelque chose pour ses aidants salariés? Il dit, ah oui, j'en ai un, tu sais pas, une Essonne, il a fait quelque chose. Et pas tous. Et donc, il faut agir d'abord sur. Si on est une organisation, une institution, un hôpital, un établissement, une mutuelle, une assurance, une collectivité territoriale, on dit, ouais, il faut aider les aidants. Eh bien, commençons d'abord par aider les nôtres. Sinon, comment voulez-vous aller dire qu'on fait des choses pour les autres alors qu'on ne les fait pas déjà même pour ses propres salariés, dont on sait qu'une proportion non négligeable. Oui, c'est ça, elle me racontait du coup. Mais, oui, j'ai fait une conférence, c'était le CD de l'Essonne, je crois. Oui. Elle m'a dit ils pensaient qu'il y avait 40-50 personnes, ils en avaient 200. Et ils ont passé leur temps à parler et à faire leur coming out, hein, en fait. Hein. Dire et être soulagé de pouvoir enfin en parler. Bon, donc il faut balayer devant notre porte. Il faut d'abord qu'on agisse vers nos propres salariés. Comment on fait? Il y a des cadres au sein d'une entreprise qui sont assez faciles. Hein. Des plans de qualité de vie au travail, des plans RSE, dont un des volets peut tout à fait être comment j'aide mes aidants salariés. Donc il y a des cadres sur lesquels on dit, bah, tiens, si vous ne savez pas trop quoi mettre là-dedans, dans le volet social de votre RSE, je peux vous aider. Hein. Voilà, et on peut faire une ligne sur les aidants. Ça pourrait. Hein. Donc il y a des cadres possibles.
Et la palette d'action est extrêmement large. De la formation à mes salariés aidants, des groupes de parole, de la sensibilisation des managers, de la formation, de l'action sociale bien sûr, il y a plein de sortes. Et puis, ce qui est le plus douloureux pour un employeur, et pas simple, hein, prendre en compte le cas et gérer l'organisation du travail, flexibilité, etc. C'est pas simple. Hein. Ceci étant dit, à la fois, n'ayons pas honte que notre organisation, notre entreprise ne le fait pas, parce qu'il y en a très peu qui le font. Mais tenons compte du fait que ça y est, il y en a qui le font. La Poste, alors les gros, peut-être que c'est plus facile pour eux, la Poste, EDF, etc. Mais voilà, certaines collectivités territoriales ont commencé à concevoir et mettre en œuvre des politiques. Il faut savoir que pour beaucoup d'entreprises, les caisses de prévoyance et les mutuelles ont des programmes, peut-être même un peu de sous à tirer, pour aider une entreprise à formaliser et à exprimer une politique vis-à-vis de ses aidants, de ses salariés aidants. Voilà. Donc, voilà, je disais, les sponsors, alors elle m'a dit oui, parce qu'elle avait comme sponsor la PHP, l'assurance hôpitaux de Paris. Et j'ai dit alors, du coup, ils sont votre sponsor pour les aidants, c'est super, parce qu'on revient à l'hôpital, aidants, machin, et puis il y a plein de choses à faire. Et bien alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a, j'ai pas encore réussi. Mais ça viendra. Ça viendra. Donc, si on mène des politiques des aidants, eh ben, tenons compte d'abord de nos salariés aidants. Il y a toujours quelque chose à faire. Organisons-le, structurons-le. Bon, maintenant qu'on a balayé devant notre porte, puis après, on va réfléchir, si on est en situation de le faire, ou si on en est un des acteurs, aux actions territoriales intégrées. On a bien entendu ce que nous avait dit la CNSA. Hein. Si on veut que ça avance, compte tenu de tout ce qui fait tout le monde dans tous les sens, il faudrait quand même avoir une action territoriale un peu plus intégrée. Je n'ai pas trouvé encore d'exemple en PACA, et je veux bien accompagner, aider ou aller voir simplement ceux qui le feront. J'en ai vu une par contre dans le Maine-et-Loire, dont l'UDAF était le chef de file. Bon, ils ont commencé par obtenir un très gros financement de la CNSA, parce que c'était un gros projet. Hein. Ils ont fait un diagnostic de l'existant, ils ont fait une instance de concertation. Alors, le Maine-et-Loire, ce n'est pas un gros département. Donc il y a un peu moins d'acteurs que dans les plus gros départements, hein. Mais quand même. Donc ça a pris du temps. Ils ont mis en place un comité de pilotage, un comité de direction et de suivi. Ils ont lancé un processus de concertation et de collaboration. Et ils ont abouti à la mise en place d'un site internet pour le département, pour l'ensemble du département, les habitants du département, et une plateforme téléphonique. Et en fait, c'est manifestement de cette expérience que s'est inspiré le Premier ministre l'an dernier pour donner sa priorité numéro 1 en disant il faudrait un truc local, d'accord, mais pas trop petit pour que ça soit accessible et compréhensible pour tout le monde. Bon. Ils l'ont fait. Dans certaines conditions peut-être, mais ils l'ont fait. Il faut peut-être y réfléchir, peut-être aller à un territoire un peu plus petit, essayer de réunir nos forces pour être capable de faire des choses dans ce domaine. Pourquoi pas? Puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit fonctionner en fait comme nos neurones fonctionnent eux-mêmes. Je fais ce qui relève de mes compétences et je me connecte aux autres pour ce que je ne sais pas faire moi-même et pour dire ce que moi, par contre, ce que je fais. C'est vrai sur plein de sujets, hein. Mais sur l'aide aux aidants, il me semble que je fais bien ce que j'ai à faire et je le fais savoir aux autres et je tiens compte des autres pour se coordonner. Eh bien, c'est la force, quand ça marche, de l'action locale. Pour ça, c'est pas difficile hein, d'utiliser la liste des besoins. Bon alors, c'est quoi les besoins à remplir? La liste des publics concernés, pour qui? La liste des moments, à quel moment de leur processus? Et puis identifier les points sur lesquels son activité a des atouts pour répondre aux besoins. Quand moi, je sais que je peux toucher la population, toute la population, les gens qui travaillent au domicile, les pharmacies, les mutuelles qui ont le répertoire de tout le monde, etc., eh ben, je vais m'occuper de ça, parce qu'on a vu que c'était très difficile de capter, de faire parvenir l'information jusqu'aux gens qui en ont besoin.
Quand je suis effectivement spécialiste de fournir l'information, ben, ça, il faut que je le fasse bien, c'est ma part à moi. Quand j'ai des capacités d'accueil ou de relayage, parce que je suis un établissement ou que j'ai des capacités là-dessus, eh ben, il faut que je développe cette partie-là. Quand je suis présent au point de rupture, quand je suis des urgences, des hôpitaux, des endroits où on va plonger dans l'eau froide, vous vous souvenez, eh ben, il faut que je réfléchisse à ça. Quand je suis capable de mettre en relation avec les pairs, parce que c'est mon travail habituel, c'est ma force. Quand j'ai des moyens de communication importants, oui, je parlais des caisses, ou des possibilités de formation et d'éducation, eh ben, voilà ma part que je peux avoir. Et puis après, ça c'était dans les documents de la CNSA, mais il y en a plein d'autres. Il faut faire la nôtre. Hein. Je dis quel type de besoin, qui je suis, et moi je suis fort et je peux apporter quoi. C'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de le discuter avec tout le monde. Hein. L'action collective, c'est jamais simple. Mais en tout cas, dire j'apporte quoi, à qui, à quel moment, et comment je peux me compléter avec les autres. Et puis là, c'était aussi sur l'analyse de la CNSA. Il dit, bah, du coup, après, je fais une démarche de projet. Si jamais j'y crois, que je vais y mettre du temps et de l'énergie. J'identifie bien le besoin à couvrir. Je définis bien ce que je peux faire, ce que je dois faire moi, est-ce que j'en ai les moyens. Je vérifie mes ressources. Je travaille avec les autres pour savoir s'ils n'en font pas déjà ou comment ils peuvent m'aider, etc. Et puis je le fais, puis je boucle. Voilà. C'est pas très compliqué en fait. Bon, un spécial pour les professionnels de santé alors, du médico-social, mais surtout de santé. Parce que là aussi, il faut qu'on balaye devant notre porte. Hein. Et ben, il faut que les professionnels de santé ils deviennent exemplaires dans leur connaissance et prise de rencontre des aidants et la situation des aidants. Et alors là, ça tombe bien, parce qu'on a la Bible, ils l'ont déjà tout écrit. Donc c'est les bonnes recommandations, les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l'HAS, ça existe depuis 2015. Ça parle de comment les équipes et les professionnels de santé doivent repérer les aidants, organiser les responsabilités pour savoir qui fait quoi vis-à-vis des aidants, comment gérer les conflits, ils ont de l'expérience, hein, ils savent, hein, entre les aidants, vous savez, les familles qui se disputent, entre les aidants et les aidés, et les aidants qui vous disent que c'est pas bien comme c'est pas comme ça qu'il faut. Non, entre eux, qui ne sont pas d'accord, entre les aidants et les professionnels, là, effectivement, c'est les aidants qui vous disent vous faites pas comme ça, hein, parce qu'avec ma mère, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, ils vous donnent des grilles, des démarches, des analyses, des critères et des exemples d'action pour faire les choses. Comment je m'adapte pour que quand je prends en charge une famille, effectivement, je prends en compte leurs besoins. Comment j'en fais la promotion et comment je soutiens les professionnels, parce que c'est pas facile, hein, une charge supplémentaire. Comment je renforce leurs compétences et leur formation pour qu'ils le fassent. Tout est écrit. Alors c'est pas si simple que ça, parce que identifier, gérer les aidants, on t'a dit que c'est pas toujours simple, hein, ça constitue un investissement supplémentaire. Donc il ne suffit pas de se dire, il n'y a qu'à faire. Hein. Donc on est d'accord, il faut que professionnels et leurs organisations perçoivent le retour. Ça serait peut-être pas idiot, effectivement, de m'occuper de l'aidant, parce que ça me servirait bien à moi, en éducation santé, en continuité des soins, etc. Il faut que j'ai bien compris que c'était pas juste parce que j'étais gentil, c'est parce que c'est utile. Il faut que je valorise cette attention et cette prise en charge. On en discutait effectivement avec Thierry. C'est vrai qu'aujourd'hui, une infirmière libérale qui va prendre l'attention de l'aidant et qui demande à faire celle de l'aidant, je ne suis pas sûr qu'elle puisse mettre une cotation dessus. C'est con, hein, elle est passée à domicile, elle a vu que l'aidant était fatigué, elle n'aura peut-être pas de sa attention, donc elle n'a pas le temps, donc on a une vraie difficulté là-dessus. Donc il faut qu'on y réfléchisse et qu'on pousse tout le monde à y réfléchir en disant, si je veux que les professionnels s'occupent des aidants, il faut le valoriser. Et le temps d'écrire son nom dans le DMP, machin, etc. Il va falloir faire quelque chose là-dessus, mais il faut que les professionnels le réclament. C'est pour ça qu'ils en aient la pratique. Ils disent, je le fais, ce serait bien qu'on le prenne en compte. Hein. C'est vrai aussi dans les établissements, il n'y a pas que en libéral. Hein. Il faut être formé. C'est comme à l'éducation thérapeutique. Hein.
Que je sois un médecin ou infirmière, mon diplôme, il ne dit pas que je suis le roi de l'éducation thérapeutique. Et bien c'est pareil, mon diplôme, il ne dit pas que j'ai bien compris comment je pouvais me positionner, qu'est-ce que je pouvais apporter vis-à-vis des aidants. Donc il faut que je connaisse les relais et les autres dispositifs. Il faut que je l'intègre dans les processus. Qui fait quoi à quel moment, qui a le temps de le faire, comment on se transmet l'information. Il faut que les organisations professionnelles travaillent et rentrent ça. Les hôpitaux, ils ont des procédures, ils ont une accréditation, donc ils ont des procédures. Il faut qu'il y ait une procédure qui tienne compte de ça. Donc il n'y a qu'à suivre le modèle de l'HAS. C'est pas facile, sinon on l'aurait tous fait. Hein. Mais le chemin, dans le fond, est extrêmement balisé.